condition qu'elle soit ouverte. Xavier, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Le Saffre, bonjour, monsieur Hubert. Je voulais vous interpeller sur deux sujets. Le premier sujet concerne les collectes de déchets ménagers. Oui. Et le second sujet concerne le traitement, le nettoyage des abords le long des chemins et des routes. Le premier sujet, vous l'avez dit, chemin de Beaugneux. Oui. Au croisement de la route de Refraîche et de Beaugneux, à peu près à 200 mètres, à côté du dépôt des déchets ménagers et du tri sélectif. Et je note progressivement... La voix qui portait, mais... Vous parlez de la patinoire avec le centre de dépôt sauvage et l'arrêt de bus. Voilà, c'est ça, tout à fait. Dépôt sauvage, donc, parce que c'est le cas. Je constate de plus en plus que cet endroit devient de plus en plus sale, de plus en plus mal entretenu. Alors bien évidemment, il y a des incivilités que l'on connaît traditionnellement dans tous les dépôts. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin des déchetteries, pour autant, les gens viennent de jeter des choses qui n'ont pas lieu d'être à cet endroit-là. Pour autant, je constate que systématiquement, quand le ramassage des déchets est fait, systématiquement, on retrouve des morceaux de verre brisés, on retrouve du plastique, du carton dans les caniveaux qui sont à proximité. Pourquoi? Je ne veux pas incriminer ni le personnel ni quoi que ce soit, mais pour autant, jamais c'est nettoyé après le ramassage. Ce qui fait que quand les containers sont levés, au moment où ils sont levés, il y a forcément, naturellement, des choses qui retombent au sol et qui ne sont pas ramassées. Le risque, c'est de se blesser en allant déposer ses ordures ménagères sur des morceaux de verre par terre. Et au-delà de ça, puisque les caniveaux sont à proximité, les caniveaux sont régulièrement encombrés de plastique, de carton, de tout ce que l'on veut, qui viennent naturellement boucher l'écoulement de l'eau. Donc, deuxième point concernant les ordures ménagères, on a eu là le mois de mai avec les jours fériés qui naturellement ont augmenté l'accroissement des dépôts ménagers avec la fréquentation touristique. Et là aussi, on se rend compte que, est-ce que c'est un problème de fréquence de ramassage, peut-être ou pas, j'en sais rien, mais systématiquement, il n'y a pas la place pour mettre des déchets ménagers ou faire du tri sélectif. Finalité, on retrouve automatiquement, par terre ou n'importe où, des dépôts qui ne concernent pas ni le conteneur pour les déchets ménagers, ni le tri sélectif. Voilà. Nonobstant cela, bien évidemment, le fait que tout ça soit un peu à volo, il y a des rats aussi à proximité, enfin, plein de choses qui sont insalubres et qui posent un vrai problème donc, pour la vie locale et la vie à proximité. Alors, je cite naturellement mon point de proximité qui est celui de la collègue que j'habite, et vraisemblablement, j'imagine que ce serait le cas par ailleurs. Je continue et puis après... Oui, sur ce même sujet, vous voulez continuer ou non, je voulais parler sur le traitement des abords. Alors, juste pour ce sujet-là, vous savez que le traitement des déchets et la gestion des déchets, c'est de la communauté de communes qui est en charge. Le problème qu'il y a avec... Et nous, on a des délégués à la communauté de communes, je crois qu'il faut s'imposer un petit peu plus à la communauté de communes, parce que ce que vous décrivez, après, ça revient à la charge de la commune. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont sales, il y a des choses aussi qui sont ramassées par du personnel communal qui ne devrait pas le faire. Je sais, Jérôme. Voilà. Donc, on va faire des efforts là-dessus. Ça représente une vraie charge pour nous de faire un boulot qui, en principe, ne nous revient pas. Et moi, je félicite les agents municipaux qui font ce travail, même si, vu la quantité de négligence qu'il y a, il y en a beaucoup à faire et peut-être qu'ils ne peuvent pas le faire en totalité. Donc, c'est de la compétence de la communauté de communes. Quand il y a des verres qui tombent du recyclage de verre qui tombe par terre et qui explose, le minimum ce serait de le ramasser avant de finir la collecte, mais le but c'est de prendre le truc, de le mettre dans le camion et s'en aller. Oui, alors ça c'est autre chose, ça c'est le palliatif, l'application, mais c'est vrai que tous ces centres, on parle d'une application, mon adjointe à gauche, Isabelle Fontenot, me dit que nous allons mettre en place, on est en train de travailler sur une application qui va pouvoir, où on va pouvoir signaler des zones à risque, des dépôts sauvages, etc. Là, c'est pas la peine d'avoir une application, on sait que tous ces points sont tout pourris. Mais encore une fois, il y a la volonté des agents municipaux de ramasser ceux qui traînent, et c'est pas de leur responsabilité, et je les félicite déjà du travail qu'ils effectuent, même s'il est insuffisant. Martine, monsieur n'a pas encore fini sa question. Je ne félicite pas forcément les agents municipaux, non, mais je simplement l'exemple, le fait que le ramassage, il y a souvent des choses qui traînent par terre. C'est des choses à... Je te donnerai la parole après, Martine, j'ai vu que tu avais déjà la main. Donc, voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, simplement, c'est l'élagage des abords le long des chemins et des routes. Toujours pareil, bon, je cite le chemin où j'habite, mais c'est aussi le cas de la route de Refraîche.
Là, maintenant, les herbes sont tellement hautes qu'en fait, s'il y avait un orage important, je ne sais même pas comment l'eau pourrait circuler, puisqu'il y a tellement d'herbes que ce serait un frein. Deuxième point, c'est que là où il y a le ramassage scolaire, donc à proximité du dépôt de déchets, à cette intersection-là, maintenant, quand on arrive en voiture, on ne voit plus les voitures qui arrivent. Donc, de fait, on peut avoir le risque de démarrer avant qu'on aperçoive une voiture ou de trop s'avancer et de heurter une voiture éventuellement. Donc ça pose un problème de sécurité aussi. Nonobstant cela, je rappelle aussi qu'il y a des cars qui déposent et qui prennent des enfants, et qu'eux-mêmes, simplement, quand ils traversent, ils n'ont plus une bonne visibilité pour apercevoir les routes, les voitures qui montent ou qui descendent. Voilà. Et là aussi, je suis absolument d'accord avec vous, et on connaît ce phénomène, et il faut qu'on fasse, et c'est pas une excuse, parce qu'il faut qu'on gère ça, il faut qu'on fasse avec le territoire lorraisien qui est extrêmement grand. Ce dont vous parlez, c'est chez vous, mais ça existe aussi ailleurs. On parlait du pont 4 mètres, on voit pas quand on sort, etc. Il y a tout un endroit comme ça. Le personnel technique, là aussi, doit planifier ses travaux, mais quand il aura refait le tour de tous les chemins de Loris, en ayant débroussaillé le premier chemin qu'il aura fait, il aura déjà 1 mètre d'herbe en hauteur. Donc c'est un vrai défi pour notre service technique qui s'occupe de ça, de pouvoir gérer ça en temps réel. Alors il y a des zones manifestement plus importantes que d'autres, notamment quand il y a des enfants, et ça peut-être, on verra avec eux, et avec notre DGS, on essaiera de discuter des priorités à donner. Donc il y a des zones manifestement plus importantes, avec des gamins, etc. Donc ça, il faut qu'on le traite en termes de planification, mais on est bien conscient du problème, mais il faut être conscient aussi au niveau de la population de la quantité en kilomètres des chemins lorraisiens. Donc effectivement, il faut prioriser les choses, mais ce que vous dites là, s'il y avait 40 personnes de plus dans la salle, il y aurait 6 réflexions supplémentaires sur d'autres zones. Donc effectivement, il faut qu'on réfléchisse à cette planification. Les agents techniques sont tout près de la salle, on en discutera avec eux. Je vous remercie déjà de l'avoir dit. Merci. Merci. Martine. Ah, Françoise d'abord. Non mais Françoise, vous aviez levé la main d'abord. Tant pis, Françoise après. Donc. Je veux juste dire qu'on partage la même poubelle et avec le monsieur. Ne rentrez pas dans les détails. Et qu'il faudrait dire à la communauté de communes qu'ils ont mis un beau panneau pour expliquer où il faut mettre les déchets, etc. Il est complètement passé. On ne voit plus rien, donc il pourrait éventuellement en refaire un panneau. Bon, alors la priorité, c'est que je vais leur demander de ramasser les déchets plutôt que de refaire le panneau. Déjà, quand on verra oui, le panneau. C'est mieux, c'est plus important. Ouais. Mais, ou alors enlever le panneau, parce qu'il ne sert à rien. Mais ça devient un déchet. Bon, Françoise. Oui, je souhaiterais questionner l'effectivité de la commission extra-municipale de la tranquillité. Non, tranquillité et sécurité au quotidien. Ouais. Est-ce qu'elle est opérationnelle ou pas? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, François, c'est que ces commissions municipales, extra-municipales, ne se sont pas encore réunies, et donc il est important qu'elles le fassent. Et donc, il faut qu'on définisse d'ailleurs en premier, on va le faire incessamment maintenant, celle-là, les conditions de candidature à ces commissions. Donc effectivement, l'effectivité est absolument nulle puisqu'elle s'est pas encore réunie. Donc il faut qu'elle le fasse dans les prochaines semaines. Il faut qu'on fixe tout ça pour la faire démarrer, pour discuter. Alors on discute hors commission extra-municipale, on discute avec les gendarmes, on discute avec les gardes, mais on a créé cette commission pour avoir une vue globale et pour que les citoyens puissent s'y impliquer. Donc effectivement, il faut qu'on la fasse, il faut qu'on s'y attelle dans les semaines qui viennent. Je questionne ça parce qu'il me semble que celle qui concerne le temps long est, elle, opérationnelle? Non, pas plus. Mais elle n'a pas plus été créée non plus. Alors, elle a été créée aussi, et la différence qu'il y a entre la commission du temps long et les autres, c'est que la commission du temps long, elle existait déjà dans la précédente mandature, sa structure existait, on l'avait éprouvée, même si les résultats n'ont pas été probants, puisque tout ça n'a pas vraiment été retenu par l'ancien conseil municipal, mais c'était une organisation qui avait déjà été éprouvée. Donc ça, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. La commission de la tranquillité publique, c'était une partie, on l'a cité dans notre programme électoral, elle n'a jamais existé, il faut la mettre en place. C'est beaucoup plus compliqué,
lourde de création que quelque chose qui a déjà eu une existence. Donc effectivement, il faut qu'on s'en charge et qu'on le fasse dans les meilleurs délais. Dernière question, s'agissant du Conseil des aînés, Oui. Est-ce qu'il y a une différence autre que sémantique avec les commissions extra-municipales? Non. Pourquoi l'un s'appelle conseil et les autres commissions extra-municipales? Le Conseil des jeunes, le Conseil des jeunes et le Conseil des jeunes adultes, sont aussi des commissions extra-municipales. Donc en fait, par conseil, c'est de la sémantique. Et c'est une élégance. Restons sur le domaine de l'élégance. Alors la différence quand même entre le Conseil des aînés et le Conseil des jeunes et des jeunes ados, c'est que le Conseil des aînés se réunit sur des sujets, on a fait, parce que je le pilotais, enfin je ne pilotais pas, j'étais le référent du Conseil des aînés lors de la dernière mandature, ça ne me rajeunit pas d'ailleurs cette affaire. Mais par contre, le Conseil des jeunes et le Conseil des jeunes adultes, c'est 27 jeunes ou 27 jeunes adultes qui se réuniront comme un conseil municipal. Là, le conseil porte typiquement bien son nom. Le conseil des aînés, c'est une habitude, on a l'habitude d'appeler ça le conseil des aînés, il n'y a pas de différence en termes du Code général des collectivités territoriales au niveau de sa composition. Y a-t-il d'autres questions? Ah. Je rigole pas, c'est parce que j'attendais, c'est parce que c'est un peu feuilleton, mais vas-y. Oui, deux petites questions. Sur les réseaux sociaux, nous avons reçu, je pense que je ne suis pas le seul, une petite alerte de Pertuis et de Villelor concernant l'eau. Alors, concernant les nappes phréatiques dans la basse partie d'Endurance, ça concerne les nappes, est-ce qu'on va être... Non, a priori, on n'est pas impacté. On prend des renseignements là-dessus, notamment avec Villelor. Dominique m'en avait parlé tout à l'heure au téléphone en me disant qu'elle avait alerté. Pour le moment, il n'y a pas d'alerte. D'accord. Donc, évidemment, on reste vigilant là-dessus. On a suivi cette affaire au niveau de Villelor et de Pertuis. Ça ne touche pas Loris, mais on va se préoccuper de savoir si ça présente un risque dans les jours à venir ou pas. Pour l'instant, vous pouvez voir. On peut continuer tranquillement l'apéro, même dans la mer. Voilà, et on sait que de toute manière, dans le pastis, ne met pas beaucoup d'eau, donc ça risque rien. Deuxième petite chose, j'ai écouté un petit peu ce qui est dit sur les associations, ce qui a été dit sur les associations, oui. À savoir que les associations qui reçoivent des subventions doivent rendre des comptes à la municipalité sur leurs actions, sur l'utilisation des fonds, puisque ce sont les nôtres, a priori, et sur leur action dans la commune. Donc j'ai entendu 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 14 000 euros. Oui. Donc ça interpelle un peu parce qu'il y a quand même une grande différence. Oui. Sur l'école de musique, il n'y a que 5 ans que j'habite Loris. J'ai jamais vu une manifestation de l'école de musique dans Loris. Alors c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Oui, mais il y en a eu, ils sont systématiquement. il y avait la publicité comme les autres associations dans Loris. Non, encore merci. Donc, alors, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est ça, savoir comment ça se passe. Est-ce que vous allez assister aux assemblées générales des associations pour savoir ce qu'il advient de ces fonds? Alors, et juste après, je termine. Vas-y. Et par contre, je n'ai pas entendu d'attribution au café villageois. Donc, vous ne donnez rien au café villageois? Alors, on va en parler de ça si tu veux. Il y a plusieurs questions. Alors, pour la première partie de ta question, l'école de musique, elle intervient lors des commémorations. Elle organise des concerts de l'école en fin d'année à la salle Bloch ou à Mérindol ou à Cadenet, puisque c'est une école de musique intercommunale. Donc elle le fait à Cadenet une année, à Loris, à Mérindol, elle retourne à Cadenet, à Loris. Je t'inviterai la prochaine fois qu'il y en a une, d'ailleurs le 20 juin à 16h à Cadenet. Parce que je dois y être pour remettre les diplômes, mais s'il y en a deux, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'il y en a deux qui ont atteint le conservatoire, parce que c'est une réelle école de musique, une vraie école de musique, il fait passer des diplômes, d'accord, et donc qui est intercommunale. Les autres communes d'ailleurs participent au niveau subvention. Ce matin, à 10h, j'accompagnais Gérard Blanc, le maire de Vaugines, qui allait visiter l'école de musique de Loris, puisqu'il a des gamins, pas lui, mais c'est concitoyens, des gamins qui font leurs études.